Bonjour à tous. Merci d'être venus aussi nombreux. Ça fait chaud au cœur après 8 ans ou 10 ans d'efforts de voir qu'il y a un certain intérêt de la profession pour les chargements cycliques. Merci Alain pour cette gentille introduction. C'est impressionnant d'arriver au bout, plus ou moins, mais c'est aussi un soulagement parce que ça devient un peu obsessionnel à force. Bon, cela étant, je vais commencer là pendant presque 3/4 d'heure là, de vous parler du projet dans son ensemble. Nous allons parler rappeler un petit peu quels étaient les objectifs, on en a déjà un petit peu parlé. On verra ensuite quel est un peu le bilan technique du projet. Et puis je vous exposerai les bases expérimentales sur lesquelles nous avons appuyé les développements ultérieurs. Et comme par la suite, il y a certaines notions qui vont être un petit peu nécessaires pour bien comprendre ce qui va se dire, j'en profiterai pour introduire ce qu'est la réponse cyclique des pieux et parler un peu de la notion de stabilité cyclique. Et donc, qui dit stabilité dit aussi instabilité. Alors, la problématique des chargements cycliques, Jean-Pierre Uriot vous en parlera un petit peu plus tout à l'heure, vous donnera ça un peu plus en détail. Elle est de plus en plus présente dans le dimensionnement des fondations de structures, ce qui a motivé évidemment le projet. Les structures soumises à des changements cycliques sont très variées, que ce soit en offshore, en portuaire, mais aussi maintenant dans le domaine terrestre, avec des ponts de TGV, des grandes tours élancées sous l'effet du vent, des structures légères comme les pylônes, etc. Ces charges cycliques sont de différentes origines, notamment environnementales, la houle, le vent, les courants, mais elles peuvent être aussi de nature industrielle. Les éoliennes étant la synthèse de tout ça, puisqu'on a à la fois des sollicitations environnementales et de nature industrielle avec la rotation des pales. Et tout cela couvre une large gamme de périodes et de nombre de cycles, ce que vous pouvez voir ici sur le diagramme qui est ici. Où vous voyez qu'on peut couvrir une grande période de nombre de cycles et un large panel de périodes, sachant que la partie qui est ici grisée là est celle dans laquelle les phénomènes sont les mieux connus ou ont été les mieux étudiés, puisqu'il s'agit de la partie liée au domaine de la houle. Et vous voyez aussi que l'étude particulière des séismes est en dehors de notre champ d'application. Alors, le panorama est lequel Alain Pécard disait tout à l'heure qu'on n'est pas parti de rien, bien évidemment. Notamment, il y a une grande expérience des effets des chargements cycliques dans les industries offshore. Cette expérience se traduit par l'existence de codes. Alors, soit des standards internationaux, soit des recommandations professionnelles, comme par exemple les recommandations de l'American Petroleum Institute. Mais on a donc également des réglementations ISO, sur tous ces problèmes de calcul de plateformes pétrolières soumises entre autres choses, à des cycles. Ces recommandations ou ces codes sont en train d'être transférés, c'est déjà largement en cours, vers l'énergie éolienne, pour toute la construction des fermes éoliennes. Et donc, jusqu'à présent, il y avait un document qui faisait foi, c'était le document du Den Norske Veritas, le J101, qui maintenant viennent comme le DNV a fusionné, ou je ne sais pas exactement quel est le terme, avec le Germanischer Lloyd, il y a récemment un document qui est paru, qui est le DNVGL, qui va faire référence dans les années à venir, qui sera pratiquement la seule référence vraiment appliquée. Tous ces codes sont dans un format LRFD, Load and Resistance Factor Design, donc avec des facteurs partiels sur les charges et sur les résistances, et ils introduisent avec plus ou moins de détails la manière de prendre en compte l'effet des cycles, à la fois sur la capacité et sur la raideur des fondations, et donc notamment des pieux. Par contre, si on regarde vers le domaine du génie civil et de la construction à terre, eh ben, là, on est un petit peu désappointé parce que on trouve des phrases un peu sibyllines, notamment dans les Eurocodes,
pour nous dire, ben attention, les cycles, ça dégrade les fondations, ça dégrade les rigidités, ça serait bien, il faut en tenir compte, mais bien malin celui qui pourra trouver où on vous dit comment faire. Donc là aussi, c'était une grande motivation, et j'espère qu'avec cet ouvrage de recommandations que vous avez entre les mains, on a fait un pas vers une meilleure compréhension et une meilleure façon d'appréhender ces problèmes. Alors le projet SOLCIP, exactement, c'était quoi? On voulait comprendre les phénomènes physiques qui conditionnent la réponse des pieux soumis à des changements cycliques, qu'ils soient verticaux ou transversaux. On voulait développer des méthodes de dimensionnement des pieux sous chargement cyclique. Et puis tout ça, on voulait aller jusqu'à des recommandations professionnelles et initier, si possible, des actions prénormatives en vue d'une future introduction des procédures dans les codes aussi bien nationaux qu'internationaux. On pense notamment à l'Eurocode 7 et à ses applications nationales. Le projet a été organisé, donc Brice vous en a parlé tout à l'heure, en deux volets. Un volet financé par l'Agence nationale de la recherche, qui était le volet un peu plus universitaire, on va dire, et le projet national lui-même, qui s'est plutôt attaché aux essais en place, et un petit peu au côté lourd du projet. Dans l'ANR, on avait 6 instituts, laboratoires ou instituts de recherche. Vous les avez listés là, donc l'école de Nantes, l'IFSTAR, l'Université de Lille, Centrale Lyon, Navier Géotechnique, que vous connaissez sous le nom de CERMES, plus communément, et puis le laboratoire 3SR. Et puis, comme dans les projets ANR, il faut aussi une participation industrielle. Il y avait donc l'EDF, Fugro Geoconsulting et SAIPEM qui étaient les partenaires industriels. Mais ces organismes-là se retrouvent ensuite dans le projet national, où là, on a une douzaine de partenaires donc, qui sont listés là et dont vous avez vu les logos tout à l'heure. Alors, le projet national a été soutenu financièrement par le ministère du Développement durable, qui a changé, je crois, 3 fois de nom pendant les 10 ans, au moins. Il a été également soutenu par la Fédération nationale des travaux publics. Il a été labellisé par le pôle éco-construction des Pays de la Loire et a reçu un petit soutien financier aussi de la région des Pays de Loire. Le projet a été donc piloté par l'IREX, donc qui est dont le nom est intitulé exact, Institut pour la recherche appliquée à l'expérimentation en génie civil, ce qui définit sa mission. Alain Pecker était son président, j'ai assuré moi-même la direction technique du projet et j'ai eu la chance d'être épaulé par 2 excellents conseils extérieurs qui étaient le professeur Jardine de l'Imperial College et le professeur Oleman de l'Université catholique de Louvain-la-Neuve. Alors au final, qu'allez-vous trouver dans ces recommandations? De quoi traite SOLCIP? SOLCIP traite du comportement, sous chargement cyclique, bien évidemment, des pieux forés et des pieux battus. Donc il y a les 2 types de pieux. Sous chargement cyclique axial et sous chargement cyclique transversal. Et dans les 2 grands matériaux de référence de la mécanique des sols, les sables, essentiellement siliceux, et les argiles. Et tout cela est obtenu au moyen d'essais en laboratoire, sur échantillons, d'essais sur site, de travaux de modélisation numérique que nous allons détailler un peu plus. Le projet a été construit en 6 thèmes ou tâches. Caractérisation expérimentale du comportement monotone et cyclique de 2 sols de référence, une argile qui a été, et un sable, on va y revenir. Expérimentation sur le comportement des interfaces sol-pieux, ce qui est important dans le chargement axial. Donc interface sol-acier dans le cas des pieux battus, sol-béton dans le cas des pieux forés. La compréhension de la réponse globale du système sol-pieux a été possible grâce à une série d'essais en chambre d'étalonnage et à de nombreux essais en centrifugeuse. Et puis, évidemment, il nous fallait quand même une banque de données en grandeur à peu près réelle. Et donc, tout cela a donné lieu à des essais sur site, donc notamment sur les sites de Merville et de Lune-Plage. Et puis, à l'aval de tout ça, développement d'approches numériques et de modèles de calcul pour modéliser le comportement cyclique des pieux.
Et la cerise sur le gâteau, donc, c'est la proposition de procédures et méthodes de calcul qui font l'objet des recommandations que vous avez entre les mains. Alors le projet, on vous a dit déjà qu'il avait duré assez longtemps, effectivement. Il a démarré en 2005, mais je crois que les premières idées et discussions ont eu lieu quelques années auparavant. Il a été lancé, donc, mi-2008, on a lancé le projet ANR. Et le PN a été lancé avec 6 mois de décalage à la fin 2008. La clôture du projet ANR a eu lieu fin 2013 et coïncidait avec la fin de la phase expérimentale du projet national. Et dans la phase 2014-2016, nous avons passé 3 ans dans l'élaboration des recommandations, à digérer un petit peu tout ce qu'on avait acquis dans les années précédentes. Donc ces recommandations, vous les avez entre les mains, elles viennent de paraître il y a quelques jours, l'éditeur nous les a expédiées il y a quelques jours, et nous sommes maintenant en phase de traduction, et bon, il est vraisemblable que la version anglaise sera disponible vers le milieu de 2007. Donc ça, je passe. Il faut savoir qu'en dehors de ces ouvrages de recommandations, il y a eu de nombreuses publications, il y a environ une quarantaine de publications, soit dans des congrès français, des congrès internationaux. La première grande étape a été les premières séries de publications ont eu lieu à l'Offshore Site Investigation and Geotechnics 2012 à Londres, avec notamment une conférence introductive qui a été faite par le professeur Jardine, auquel j'étais associé avec Knut Andersen du NGI. J'ai fait moi-même une conférence introductive à la conférence GeoInstall à Rotterdam en 2013. Et puis une grande partie, sinon la quasi-totalité, je dirais, des résultats expérimentaux ont été publiés à l'occasion du congrès international que nous avons été organisé à Paris en 2013, et notamment avec un workshop du Technical Committee 209, qui est le comité technique qui s'occupe de l'offshore, sur le Design for Cyclic Loading, Piles and Hose Foundation, où là on trouvait des articles de synthèse de moi-même et de Jacques Garnier, et un certain nombre d'articles qui avaient été présentés en français dans le congrès qui étaient traduits en anglais. Et là, hélas, il y a eu également une conférence introductive qui a été donnée donc, avec les 3 mêmes auteurs que précédemment, mais cette fois-ci donnée par Knut Andersen. Et puis, tout dernièrement, il y a eu une dizaine de papiers en français, donc cette fois-ci publiés aux Journées nationales de géologie et de géotechnique de Nancy. Et il devrait y avoir quelques autres papiers en anglais à la nouvelle session de l'OSIG à Londres au mois de septembre. Il y a eu aussi, et ça mérite d'être signalé quand même, 10 thèses réalisées pendant cette période-là. Donc je ne vais pas vous citer tous les noms et toutes les universités, mais vous les avez là en gras sous les yeux. Et en plus des 10 thèses qui ont été sous financement partiel ou complet de Solcip, il y a 4 thèses qu'on peut dire tout à fait associées et imbriquées au projet, qui sont les thèses de Rosquet et de Rakoto Nrianda qui ont été faites à l'IFSTAR préalablement au projet, mais dont les résultats ont été fait partie intégrante du projet, ont été très retraités dans le projet. Il y a la thèse de Rimoy à l'Imperial College qui a été faite conjointement avec des travaux qui étaient faits par le même temps à Grenoble par Silva. Et puis là, dernièrement, la thèse de Zineb Abshir qui est en directe continuation avec les travaux qui ont été faits dans Solcip et notamment le développement des modèles numériques. Bon, simplement ici, je voulais simplement vous dire que le projet a été également donc, labellisé par le TC 209 et qu'il est en discussion actuellement. Nous avons fait une présentation à l'Eurocode dans le cadre de la révision des Eurocodes, de voir dans quelle mesure on pourrait utiliser la matière du projet Solcip pour servir de base pour l'introduction des chargements cycliques dans l'Eurocode 7. Ce qui serait la cerise sur le gâteau et donc l'aboutissement logique de ce projet national. Alors maintenant, je voudrais vous dire quelques mots donc, des bases expérimentales sur lesquelles nous avons travaillé. Donc je vous disais, nous sommes partis de 2 matériaux de référence, le sable de Fontainebleau, qu'on connaît bien, et puis l'argile Space White, qui est un kaolin qui est beaucoup utilisé dans les essais en centrifugeuse.
Nous avons également utilisé donc, 2 matériaux naturels, le sable de Dunkerque, qui est très voisin du sable de Fontainebleau, et l'argile de Merville, les Flandres, qui, elle, par contre, est une argile fortement surconsolidée, et qui est à provenance de ces 2 sables de Dunkerque et l'argile de Merville étant les matériaux qui se trouvaient sur les sites de test et les sites d'essai de pieux en vraie grandeur, dont nous parlerons après. Et tous ces matériaux ont été soumis à des programmes de chargement cyclique, à la fois avec donc au triaxial, sous la forme de charge statique, charge cyclique, avec les consolidations et compressions isotropes et non isotropes, etc. Et des essais de cisaillement simple direct au DSS. Et bon, Solcip a été, il faut le signaler, l'occasion d'acquérir et d'avoir un appareil DSS en France, donc DSS-CSS, qui fait des essais statiques et cycliques, et qui est actuellement donc au laboratoire de Nantes, à l'école centrale de Nantes. Ces essais ont été traités de la manière habituelle en offshore, je dirais, donc sous la forme de diagrammes contours, sur laquelle je ne m'étendrai pas trop, parce que je pense que vous êtes plus ou moins favorisés avec ce genre de représentation, avec le taux de cisaillement cyclique ou la pression interstitielle en fonction du nombre de cycles, tout ça paramétré donc en pression interstitielle ou en déformation. On a également pas mal travaillé sur les problèmes d'interface sol-pieux, donc interface sol-acier ou sol-coulis. Et là, on a utilisé un outil qui est également de plus en plus utilisé, notamment en Grande-Bretagne, mais qui se généralise, donc qui est laissé à la boîte annulaire, le Ring Shear Box, et qui permet de faire donc de grands déplacements en cisaillement. Je vous ai dit, la caractérisation des interfaces peut aussi se faire par le biais d'essais en chambre d'étalonnage. Et nous avons travaillé sur 2 chambres d'étalonnage, la chambre d'étalonnage du CERMES et la grande chambre d'étalonnage de Grenoble, que la plupart d'entre vous, je pense, ont déjà vu ou ont entendu parler. Alors les essais, là, ce sont des exemples d'essais obtenus à Grenoble. C'est tout à fait remarquable. Il s'agit ici de chemins de contrainte obtenus sur les parois d'un pieu en chambre d'étalonnage. Le pieu est un pieu de l'Imperial College, donc fortement instrumenté. Et on voit ici le suivi des chemins de contrainte, c'est-à-dire le suivi de la contrainte de cisaillement en fonction de la contrainte radiale le long du pieu. Et on y reviendra dessus, mais on voit très bien ici l'effet de contractance qui fait que les chemins ont tendance à se déplacer vers la ligne de rupture sous l'effet de la contractance du matériau. Au contraire, sous l'effet de grand nombre de cycles, on a des remontées en dilatance qui nous donnent après les fameux diagrammes en papillon qu'on retrouve dans certains essais triaxiaux. Ici, un exemple de résultat obtenu dans la chambre de calibration, d'étalonnage du CERMES, où on voit ici pour des essais de déplacement contrôlé, on voit très bien la perte de frottement entre le cycle 1 en rouge et le cycle vert, le 50e cycle en vert. Mais une spécificité de Solcip, à l'approche Solcip, a été le recours à des essais dits à rigidité normale constante, qui ont été initialement développés à l'université à Grenoble, et qui nécessitent un appareillage un peu spécifique dont vous parlera plus en détail Marc Boulon cet après-midi, je crois, ou je ne sais plus, quand ça sera son tour. Ces essais sont originaux dans la mesure où, donc, pendant tout le cisaillement cyclique, on va maintenir la contrainte normale à l'essai constante pendant l'essai. Et ceci s'avère être une approche extrêmement similaire et représentant bien ce qui se passe à l'interface sol-pieu. Voilà ici le type de résultat que donne un essai CNS, où vous voyez que la décroissance de la contrainte de cisaillement avec le nombre de cycles que vous avez à gauche est très similaire et directement liée à la baisse de la contrainte normale sur la paroi, enfin sur l'interface du matériau.
Alors, toujours donc dans le domaine du chargement axial, nous avions besoin de constituer des bases d'essais de pieux existantes. Et alors, il y a eu trois approches. Donc, on s'est appuyé sur ce qui existait. On a réalisé des essais de pieux in situ. Et on a réalisé de nombreux programmes de pieux en centrifugeuse. Alors, tiens, je m'aperçois que j'ai oublié de traduire cette diapo en français. Je suis désolé. Donc, on a beau relire, il y a toujours des choses qui passent. En réalité, donc, les bases expérimentales, elles étaient surtout existantes dans le domaine des pieux battus et dans le domaine des travaux offshore. La motivation essentielle des programmes d'essais de pieux qui ont eu lieu à l'époque, c'était l'avènement, enfin, ce qu'on pensait être la grande période des tension leg platforms, des plateformes à câble tendu, qui étaient des plateformes qui devaient être donc ancrées sur le fond, qui étaient flottantes et donc qui tiraient sur les pieux. Donc on a eu peur un petit peu. Là, il y avait à l'époque le syndrome chinois ou le syndrome du clou là, qu'on arrache du mur en le titillant un petit peu et qui vient tout seul, faisait beaucoup peur à tous les gens de l'industrie offshore. Donc il y a eu de grands programmes qui se sont mis en route à cette époque-là, dont notamment le programme IFP, dont on vous a parlé tout à l'heure, donc qui était financé par l'Institut français du pétrole, dont je m'occupais à l'époque, et que j'ai eu le grand plaisir de réaliser avec notre ami Jean-François Gézéquel du laboratoire régional de Saint-Brieuc, et auquel je tire mon chapeau aujourd'hui, parce qu'on a fait à l'époque un excellent travail. Ces essais ont un petit peu, d'ailleurs, titillé toute la profession, et par la suite, ils ont été, je dirais, dépassés par des programmes plus ambitieux, tels que celui du NGI, dont on vous a aussi parlé, avec des essais dans des argiles, agar, on-soil, irtandra, différents types de matériaux, argiles consolidées, surconsolidées, à forte plasticité, moyenne plasticité, silteuse, etc. Et par les programmes également réalisés donc, par l'Imperial College de Londres, avec le développement du pieux Imperial College instrumenté, et qui là aussi ont été mis en œuvre dans différents sites, Cannon Spark, Howden, Pentray, etc. Et avec en plus quelques pieux donc, importants de 19 mètres de long et de 459 mm dans les sabres de Dunkerque dans le cadre du projet HSE Gopal. Mais tous ces pieux, donc, vous l'avez vu, c'était des pieux battus. Donc, ce qui intéresse quand même le domaine du génie civil, et notamment en France, c'est quand même là aussi d'avoir des informations sur le comportement des pieux forêts. Donc, nous avons initié 2 grandes campagnes d'essais, l'une sur le site de Merville, dans l'argile surconsolidée des Flandres. Donc c'est une argile très surconsolidée, avec des taux de surconsolidation qui, dans les premiers mètres, sont supérieurs à 10. Relativement plastique, et donc avec des cohésions non drainées assez conséquentes, de l'ordre de 150 à 200 kPa. Et puis également, nous sommes allés sur le site de Dunkerque, donc à Lune Plage, très près du site où avait travaillé dans l'Imperial College, dans les essais Gopal et les essais avec le pieux Imperial College. Et là, ce sont des sables fins, relativement denses, avec 20-30 mégapascales dans les 10 à 20 premiers mètres. Les pieux que nous avons installés sont des pieux à la fois battus, qui sont des pieux métalliques tubulaires, 406 mm de diamètre et 13,50 m de long, et des pieux forés de type CFA, également quelques pieux vissés qui ont été installés à Merville, avec un diamètre à peu près équivalent de 420 mm et des longueurs un petit peu variables en fonction de ce qu'on voulait observer. Tous ces pieux ont été soumis à des essais de compression et de traction, sous chargement cyclique qui voyait des chargements cycliques répétés ou alternés, ce qu'on appelle en anglais one-way or two-way. Ils ont été soumis donc, à des essais statiques conventionnels, pour avoir la référence donc, statique, à des essais monotones rapides qui ont servi à déterminer les résistances post-cycliques. Je reviendrai sur ce terme-là tout à l'heure. On a travaillé sur des pieux vierges, mais on a travaillé aussi sur des pieux qui avaient déjà été menés à la rupture statique. Et tous ces pieux ont été menés soit jusqu'à la rupture cyclique au bout de
N cycles d'une certaine amplitude, ou mener jusqu'à au moins 10 000 cycles lorsque la rupture n'était pas atteinte. Ces pieux-là étaient instrumentés avec les extensomètres amovibles du LCPC que vous connaissez bien. Voici ici un résultat typique, par exemple, sur l'argile de Merville, où l'on voit ici, par exemple, que les premières séries de cycles, alors ici, ce sont des séries de plusieurs milliers de cycles, hein, on voit très bien que les deux premières séries n'ont pas donné grand-chose, pas beaucoup de déplacements, et lorsqu'on atteint 800 kN sur le pieu, on commence à avoir... Horrible, qu'est-ce qui est passé? On commence à avoir des déplacements importants. Si on fait un essai post-cyclique, alors il faut savoir qu'on avait fait un essai statique à côté qui avait donné 900-920 kN de résistance statique conventionnelle. On fait un essai post-statique après ça, on a un essai CR1 qui donne pratiquement la même résistance statique, donc on n'a rien perdu à faire ces cycles, on n'a pas dégradé le pieu. On a déchargé, on a fait ensuite des séries, là, décidément j'arrive pas... Voilà. On a fait des séries ici, également de 2000 à 2000 cycles, qui ne donnent pas de déplacement supplémentaire, tant qu'on ne dépasse pas une certaine valeur. Et puis dès qu'on réatteint les 800 kN, on a de nouveau les séries CC8 à CC10 qui nous donnent du déplacement. Et on fait un chargement post-cyclique après, on n'a pratiquement pas dégradé le matériau. Donc ça, c'est un résultat typique des argiles surconsolidées du type de celle de Merville. On rencontre le même genre de comportement dans les argiles de Londres. Et quand on transporte ça dans un diagramme de stabilité cyclique, je vous préciserai ça tout à l'heure, on voit qu'on a en gris ici une très grande zone de stabilité et que tout d'un coup, sans grille égard, on passe de l'autre côté dans la zone instable où là, on va très, très vite à la rupture sous quelques dizaines de cycles. Alors, je vous disais qu'on a fait également donc, beaucoup d'essais, des séries d'essais en centrifugeuse, donc notamment dans le sable de Fontainebleau. On a fait une dizaine de massifs, donc 70 essais en tout, avec une moyenne de 7 essais par massif. Donc là, on a testé différentes densités, différents types de mise en place, le pieu moulé pour simuler du pieu forêt, le pieu foncé ou le pieu foncé cycliquement pour simuler les pieux battus, mais également des pieux battus en vol avec le nouveau système opérationnel à Lifstar. Et là, on voit quand même que de temps en temps, on est content des résultats, parce que quand on regarde les deux diagrammes cycliques qui sont obtenus, alors je ne sais pas pour vous de quel côté il est, oui, à gauche pour les essais de Lundplage, c'est-à-dire in situ, et à droite pour les essais en centrifugeuse, on s'aperçoit que ces diagrammes sont quasiment identiques. Et donc ça montre quand même la maîtrise des essais sur lesquels on a basé nos investigations. Donc vous avez ici par contre, on est dans les sables, un pieu foré dans du sable. Vous voyez que la zone stable ici est extrêmement limitée, qu'on a une zone métastable, mais que globalement, dès qu'on arrive ici dans les chargements, à la limite des chargements alternés, on a des pertes considérables de dégradation, puisque si on fait la somme de la valeur moyenne ici, qui est à peu près à 0,3 dans les deux côtés, on est à 0,6, donc on a 40 à 50% de dégradation cyclique sur la tenue du pieu. Alors, quelques mots des bases expérimentales dans le domaine du chargement transversal. Là encore, Jacques Garnier y reviendra en détail cet après-midi. Donc il faut noter là qu'on a quand même des bases de données tout à fait conséquentes, qui sont une large majorité d'essais qui ont été réalisés sur site, par contre avec un nombre de cycles qui souvent n'est que de la centaine, voire de quelques centaines. Donc ces essais ont été largement utilisés après dans les interprétations que nous en avons faites. Et puis il y a plus récemment d'autres essais qui sont plutôt sur le sable, et ceci tient d'une part plutôt sur le sable et d'autre part sur des pieux rigides, c'est-à-dire que contrairement au précédent qui a été fait sur des pieux classiques relativement longs, avec un élancement fort, donc des pieux plutôt flexibles, et depuis quelques années, le problème des monopieux utilisés pour les éoliennes offshore
devient un problème récurrent. Et ces pieux donc, sont de fort diamètre, entre 5-8 mètres de diamètre, pour des pénétrations de l'ordre de 20-25 mètres. Donc ce sont des pieux qui sont très rigides et qui se déplacent et se déforment donc en bloc. Et donc il y a les nouvelles séries là, d'essais plus récentes sont essentiellement pour ce type d'essai. Et vous voyez que là, on atteint des nombres de cycles importants, de l'ordre de 10 000, 30 000, 60 000, etc. Ce qui est là, effectivement, le problème, la problématique des monopieux pour les éoliennes offshore. Alors, ceci ne nous a pas empêché de nous appuyer aussi sur une grande base expérimentale que nous avons établie par nous-mêmes à l'aide de la centrifugeuse, dans laquelle on a fait 120 essais de chargement en tout, sur 3 types de sols, dont les sables denses, moyennement denses, des argiles saturées légèrement surconsolidées, des argiles non saturées très surconsolidées. Tout cela dans le cadre de sols CIP avec des pieux flexibles, donc relativement longs, qui représentaient des pieux in situ de un peu moins d'1 mètre de diamètre et de 12 à 16 mètres de fiche. Et donc là, nous avons utilisé les 3 thèses de Roscoe, de Rakotoniendra pour le sable et de Myriam Kemakem pour les argiles. Alors, dernière partie de cette première présentation. Quelques mots maintenant sur les quelques termes qu'il va falloir que vous ayez à l'esprit cet après-midi, ou ce matin et cet après-midi, sur la réponse cyclique des pieux et sur les notations que nous allons utiliser. Si on prend une charge Q tout à fait générale, en cyclique, on a besoin de définir un certain nombre de choses qui sont sa charge maximale, Qmax, sa charge minimale en bas de cycle, Qmin, mais on va raisonner également en fonction de 2 autres composantes qui sont la charge moyenne et la composante cyclique QC qui, elle, est égale à la demi-amplitude, retenez bien ça, la demi-amplitude du cycle. C'est important après dans la compréhension du diagramme de stabilité, puisque la somme de Qm plus QC donne Qmax. Et puis également, il faut se préoccuper d'autres paramètres tels que la période des cycles et le nombre de cycles. Une notion aussi importante, c'est qu'on va parler de chargement répété ou de chargement alterné. Alors en français, le terme répété, c'est quand la composante cyclique est inférieure à la composante moyenne. On n'a pas de changement de signe de la charge. Et c'est ce que les Anglais appellent le one-way, cycle one-way. Et au contraire, dans le changement alterné, on va avoir des cycles qui sont plus grands que la charge moyenne, et donc on va revenir à négatif. Si on est un changement positif, on va avoir aussi une composante négative qui va se produire pendant le chargement. Et cette fois-là, on parle de chargement two-way dans la littérature anglo-saxonne. Bon, cette charge Q, si on est en verticale, en charge axiale, on va l'appeler V dans la suite. Et si on est en charge transversale ou horizontale, on va l'appeler H. On appellera VU la charge ultime sous sollicitation statique ou sollicitation monotone, qui se déclinera en VUC si cette charge est déterminée en compression, ou par VUT si elle est déterminée en traction. Et puis, vous verrez dans nos diagrammes de stabilité cyclique, on a 2 paramètres qui vont intervenir. C'est la normalisation de la charge moyenne et de la composante cyclique par la charge ultime, donc respectivement soit en compression, soit en traction, selon le cas qu'on considère. Et donc on va voir son utilisation de tout ça tout de suite après. Dans le domaine des chargements transversaux, c'est un peu plus compliqué parce que en général, on a des comportements ductiles et donc ça veut dire qu'on n'a pas on ne peut pas définir généralement, parce que quand on sollicite un pieu horizontalement, mais la charge elle continue à augmenter au fur et à mesure qu'on tire sur le pieu, sauf à ce que ce soit la structure du pieu qui casse. Donc souvent difficile de déterminer un HU. Et comme on a quand même besoin pour estimer, ne serait-ce que le niveau de sévérité cyclique d'un chargement, on va appliquer des chargements Hmin, Hmax sur un pieu, mais est-ce que c'est sévère par rapport à ce pieu-là? Donc il faut bien qu'on ait quelque chose en référence. Ce quelque chose, ça va être, on va l'appeler H limite,
Et Jacques Garnier vous le définira mieux cet après-midi. Alors, pour comprendre la réponse cyclique d'un pieu, on peut s'aider de ce graphique-là. On voit ici que la courbe noire représente l'essai de chargement monotone du pieu. Et cet essai de chargement va avoir une valeur ici, si c'est un pieu, c'était un pieu ici de 42 mm. Donc pour un déplacement de 42 mm, 10% du diamètre du pieu, on a un VUC, une valeur ultime en compression de 1100 kN. Bon, ça c'est sur un pieu. On va sur le pieu similaire à côté, qui est le pieu F4, et on commence par faire la série de chargement qui est marquée en bleu ici. Donc on travaille entre 35% et 60% de la charge ultime statique. Et à 14 cycles, on voit déjà que le pieu, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il supporte mal. Il est en train de partir gentiment vers la rupture. Donc là, on s'est dit qu'on ne va pas le casser tout de suite, on va réduire la charge. La charge, on l'a réduite, donc vous voyez, entre, on va dire, on est grosso modo entre 20 et 35% de la charge, c'est le diagramme en rouge. Alors là effectivement, la dégradation diminue, mais ne s'arrête pas pour autant. Ce qui veut dire que si on continue encore quelques milliers de cycles de plus, on arriverait très certainement à notre valeur de 10% de déplacement. Ce qui veut dire que là, on a du souci quand même à se faire, ce qui expliquera après les diagrammes de stabilité cyclique très, très défavorables pour les pieux forés dans du sable. Alors, si maintenant on regarde l'évolution de ces déplacements cycliques en fonction de la charge, et notamment ici en fonction de la charge moyenne, on va obtenir soit des courbes du style de la courbe verte ici, en fonction du nombre de cycles. Dans ce cas-là, on voit bien qu'on va vers une stabilisation des mouvements, et au bout de 10.5 cycles, on est quasiment stable, même si la stabilité est quelque chose de toujours très relatif. Par contre, si on va à des taux de chargement beaucoup plus forts, cette fois-ci, on va aller très rapidement à la rupture, en quelques dizaines de cycles. Et si on y arrive à la rupture à moins d'une centaine de cycles, on va appeler ça un comportement instable. Puis entre les deux, on a un comportement qui est un petit peu intermédiaire, c'est-à-dire que alors que dans un premier temps, on voit qu'on a l'impression qu'on va se stabiliser, au bout de, alors ça peut être 100, 500, 1000, 1500 cycles, on repart pour les grands déplacements et on va vers la rupture. Alors ces trois, quand on reporte dans un diagramme les charges normalisées qui correspondent à ces différents types d'essais, donc VM divisé par la valeur ultime en compression, VC, c'est donc la composante cyclique divisée par la valeur ultime en compression, on obtient ce type de diagramme, sachant que ce point-là correspond à la résistance en compression, que le point ici correspond à la résistance en traction, qui est généralement plus faible puisqu'on n'a pas l'effort de pointe, et ce qui explique donc l'espèce de relative dissymétrie de ce diagramme. Et là-dedans, on peut définir donc des zones dans lesquelles on va dire que le pieu est stable, c'est la zone A, des zones dans lesquelles le pieu est violemment instable, qui va très vite à la rupture, c'est la zone C, et puis la zone B, dans laquelle le pieu est métastable, et on verra après comment on se débrouille un petit peu avec ce genre de comportement intermédiaire. Alors, vous avez ici un diagramme, par exemple, qui a été obtenu pour une argile, qui est une argile, on va à peu près normalement consolidée, de l'argile de Haga. C'est un diagramme qui a été obtenu par le Norwegian Geotechnical Institute. Alors, on voit ici que dans ce cas-là, on a une espèce de raffinement supplémentaire par rapport à ce diagramme que je viens de vous présenter, où en fait, on est capable, dans le cas des argiles, de tracer des courbes d'isovaleur qui mènent à la rupture. Là, ici, on a par exemple la courbe qui mène à la rupture en 10 cycles, la courbe qui mène à la rupture en 100 cycles et la courbe qui mène à la rupture en 1000 cycles. Donc, si on fait une transposition un petit peu par rapport à ce qu'on vient de dire, on pourrait dire que la courbe qui mène à la rupture en 1000 cycles, c'est un peu la limite entre la zone stable et la zone métastable.
et que la courbe qui mène à la rupture en sens cycle, c'est au contraire la limite entre la zone métastable et la zone instable. Et alors, ce qu'on voit également donc, sur ce genre de diagramme, ici le diagramme donc, est uniquement pour la partie en traction, donc ce qui explique qu'il est simplement sous forme d'un carré. Et ici, évidemment, la première diagonale représente la valeur pour laquelle le V max est égal à V ultime statique. C'est-à-dire que si vous faites la somme de la composante moyenne, par exemple ici 0,4, et de la composante cyclique, 0,6, ben, vous arrivez à 1, ce qui est la courbe de rupture monotone. Alors, par contre, pour tous ces points ici, qu'est-ce qui se passe? Ben, si vous prenez un point ici, et que vous regardiez sur quel axe il est chargé, ça veut dire qu'ici, il y a la rupture, pour ce cas de rupture, ça veut dire que la dégradation cyclique, ben, c'est le rapport entre de la distance du point ici jusqu'à la droite de rupture statique. Donc dans ce cas-là, on peut dire qu'on aurait une dégradation de l'ordre de, je ne sais pas, une quinzaine de pourcents, 10 ou 15%. Là, on est dans le domaine des chargements répétés. On est sous la ligne VC égale VM. Si on va maintenant, si on va de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire si on va du côté des chargements alternés, alors là, on voit qu'on peut arriver à des dégradations très importantes, hein, puisqu'on arrive à avoir quasiment 50 à 60% de dégradation dans le cas du chargement purement alterné. Alors, il faut donc bien noter ici que les diagrammes de stabilité, malheureusement, le diagramme de stabilité n'est pas unique et il dépend du type de pieu et du type de sol. Alors, voilà deux exemples de diagrammes de stabilité obtenus durant nos essais dans le cadre du projet SOLCIP. Ici, c'est celui que je montrais tout à l'heure à Merville, où là, on n'a pas de phase intermédiaire, métastable. On passe directement de la phase stable à la phase instable. Cas typique de ces argiles surconsolidées. Ici, au contraire, donc, dans le cas c'est dans les deux cas, ce sont des pieux forés. Dans l'autre cas, au contraire, on voit bien les trois zones, notamment dans le domaine répété. Et puis on voit que si on allait dans le domaine alterné, c'est assez catastrophique pour le comportement de ces pieux. Voilà ici un diagramme, une synthèse, je dirais, de différents diagrammes de stabilité, où on voit effectivement la forte dépendance en fonction du type de pieu et du type de sol. On voit par exemple ici qu'entre les deux courbes bleues en tréplin, on a les limites donc à 1000 cycles du pieu foré de Lune-Plage, LP, et du pieu foré de Merville. On voit que c'est très différent. On pourrait citer encore d'autres exemples donc, qui montrent bien que le diagramme cyclique est tout à fait dépendant du type de pieu et du type de sol. Et alors tout ceci en fait, nous a permis, in fine, de produire dans notre recommandation un tableau qui permet déjà, à première vue, en fonction du type de pieu et du type de sol, de savoir l'ampleur des problèmes qu'on pouvait avoir en cyclique ou au contraire l'absence de problèmes importants. Quelques mots sur la rupture cyclique des pieux. Donc, trois types de modes de rupture. La rupture statique, la rupture cyclique, la rupture post-cyclique. Bon, la rupture statique, je ne vais pas m'étendre dessus, c'est ce que vous connaissez bien, une perte d'équilibre, atteinte d'un déplacement limite conventionnel, donc qui est atteint au bout de, mettons, 10% du diamètre du pieu, et on arrive à la limite sous chargement monotone, qui peut être obtenu soit par des chargements en méthode incrémentale, soit par des chargements à vitesse de chargement constant. La rupture cyclique, c'est quelque chose de plus compliqué. C'est-à-dire que les cycles, on l'a vu, notamment génèrent des déplacements permanents et des déplacements cycliques. Et c'est l'accumulation des déplacements permanents qui va mener à l'instabilité du pieu. Alors, la rupture cyclique pourrait être définie lorsque les déplacements permanents excèdent un critère prédéfini. Bon, comme on fait le 0,1B pour les chargements monotones. Mais il faut bien voir que, comme l'évolution des déplacements permanents dépend de l'histoire du pieu, on a bien vu que pour des charges moyennes et des charges cycliques différentes, on a des évolutions de déplacements différentes.
quand on arrive à la rupture, ben la rupture dépend de toute l'histoire du chargement. Et donc la rupture est définie par 3 valeurs, la valeur moyenne, la valeur cyclique et le nombre de cycles à la rupture. Il faut ces 3 paramètres pour définir une rupture cyclique. C'est beaucoup plus compliqué que dans le cadre des chargements statiques. Dans le cas de la rupture post-cyclique, elle est déterminée à partir d'essais statiques conventionnels après un chargement cyclique. Elle est destinée à capturer l'effet de la séquence de chargement cyclique appliquée. Cette séquence peut avoir mené ou non à la rupture cyclique. Et la rupture post-cyclique, elle peut être supérieure ou inférieure à la capacité statique du pieu vierge, et elle peut être supérieure ou inférieure à la valeur Qmax de la rupture cyclique préalable si elle a eu lieu. Cela étant, il est bien évident que c'est les cas pour lesquels on est inférieur à la rupture statique qui sont intéressants pour le dimensionnement. Dans les autres cas, on continuera à se baser sur la rupture statique. J'ai plus que 2 ou 3 diapositives et on est terminé. Pour vous dire juste quelques mots sur la réponse cyclique dans le cas des pieux sous chargement transversal. Là encore, bien évidemment, les cycles génèrent une accumulation de déplacements en tête, de déplacements permanents, c'est ce que vous voyez sur la figure en bleu. Mais bon, c'est ce qu'on voit ici sur la séquence de chargement qui a été faite donc, entre 2 valeurs min et max. Mais ils génèrent aussi une augmentation du moment fléchissant dans le pieu. Donc il passe ici de la courbe rouge pour n égale 1 à la courbe noire pour n égale 25 000. Et une légère descente de ce moment maximal dans le pieu. Voilà les 2 grands effets, on peut dire, des cycles sur les pieux en chargement horizontal. Donc, comme je disais avant, on n'a pas généralement de rupture franche, et donc on a au contraire une augmentation des déplacements, donc il va falloir qu'on définisse une limite conventionnelle, on en parlera cet après-midi. Et donc, d'une manière pratique, dans le dimensionnement, la réponse latérale peut être essentiellement caractérisée par l'évolution du rapport yn sur y1, c'est-à-dire déplacement au cycle n par rapport au déplacement au cycle 1, ce déplacement pouvant s'exprimer sous la forme de fonctions logarithmiques ou exponentielles. Mais il faut savoir aussi que la rigidité transversale du système sol-pieux intervient dans ces expressions de yn et y1. Et donc ça, on le verra aussi dans les formulations qu'on vous présentera. Donc juste un mot ici avec la dernière diapo pour les courbes de transfert. Bon, on sait que les pieux sous chargement latéral, ça se calcule bien avec des courbes PY, les courbes de transfert. On voit ici ce que donnent les courbes de transfert dans le cas de... les courbes de réaction vraies, je dirais, le long d'un pieu en centrifugeuse. On voit ici que dans la partie haute du pieu, 0 m, 1 m 20 jusqu'à 2 m, 2 m 40, 3 m, on a de fortes dégradations sous chargement cyclique de la courbe PY. Mais on voit qu'au-delà d'une certaine profondeur, par exemple ici à 3 m 60, on n'a plus cette dégradation dicyclique, et au contraire, on a un report des charges qui sont perdues en surface vers la base du pieu, mais sans perte, sans dégradation de la réaction. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop assommé par cette première présentation, et je laisse maintenant la parole